Mais avant toute chose, je suis militant du CDTIM, une association organisatrice du Forum social mondial, et je suis un militant marocain de la gauche radicale au Maroc. C'est donc à ce titre que je vais vous faire part de mon témoignage de professionnel. De quoi je veux parler? Qu'est-ce que je veux démontrer? Je veux faire part du retour inévitable et possible et indispensable de la puissance publique comme affirmation de la volonté politique. Cette puissance publique a été démantelée au cours des 20 dernières années dans les principaux pays du Sud. Et je développe 5 idées. La première, c'est que la confrontation avec le marché mondial et les multinationales peut être à notre avantage. Elle est vitale, cette confrontation, parce qu'elle conditionne les alliances extérieures et elle conditionne notre capacité à démontrer la volonté politique des nouveaux pouvoirs. La deuxième idée, c'est que la thèse de l'économie libérale, nous l'avons démontrée, nous l'avons vue, nous l'avons exercée, cette thèse sur les entreprises publiques et sur le secteur public est totalement fausse. La troisième idée, c'est que le secteur public est performant si on le dégage de l'économie rentière. La quatrième idée, c'est que les entrepreneurs privés, sur qui repose en partie la capacité de développer l'emploi, la capacité de développer nos richesses, donnent très vite leur confiance aux réformes. Une fois que l'affirmation politique est réalisée, une fois que un programme est clairement établi, alors les entrepreneurs donnent leur confiance à une participation et à la mobilisation pour un programme partagé. La cinquième et dernière idée, c'est qu'il faut utiliser simultanément la puissance de l'État, la puissance renouvelée, la puissance rétablie de l'État, la dimension nouvelle du pouvoir d'achat du marché intérieur, les marchés du pourtour de la Tunisie, pour une mobilisation des initiatives populaires. On est coutumier, on a l'habitude d'expliciter tous les circuits de domination du néolibéralisme. On est habitué à les dénoncer, à les décortiquer. C'est choses qu'il faut continuer à faire, à expliquer, à dénoncer. Mais nous devons être soucieux d'identifier, de faire connaître nos expériences macroéconomiques et microéconomiques des alternatives, parce qu'elles ont eu lieu. Les deux dimensions macroéconomiques et microéconomiques sont aussi importantes l'une que l'autre. Or, elles ont lieu dans les 3 pays du Maghreb, mais on ne les connaît pas. Nous ne parlons pas beaucoup entre nous, entre Maghrébins. Nous connaissons mal l'histoire économique et politique de nos pays voisins, chacun respectivement. Et c'est le propos de mon intervention. Il y a lieu de connaître, à mon avis, les réformes économiques macroéconomiques menées par les grandes entreprises et par l'État à des moments politiques particuliers face au marché mondial et aux États néocoloniaux. Elles sont pleines d'enseignements. Elles exigent 3 choses. Une volonté politique affirmée, une vision pragmatique et précise des changements économiques à opérer et une méthode de négociation. À ce propos, je proposerai que cette conférence, dans ses conclusions, fasse part de son souhait qu'un organisme se charge de faire le point d'une banque des projets alternatifs existants et des expériences alternatives dans nos 3 pays. La fin ou le recul du néolibéralisme ne se décrète pas, ce n'est pas une décision. Il faut savoir pouvoir l'appliquer. Les camarades tunisiens disposent, en dépit des apparences, d'un moment particulièrement favorable.
aujourd'hui pour imposer des réformes économiques. Ces réformes économiques peuvent être majeures parce que ce moment est favorable. Il est favorable parce que les bailleurs de fonds internationaux, parce que les États néocoloniaux sont dans la tourmente, sont dans une tourmente structurelle, une tourmente où le modèle néolibéral lui-même est remis en cause, où il prend de plus en plus des allures d'impasse. Nous sommes face à une remise en cause du modèle libéral et il faut en prendre toutes les dimensions dans les capacités de développer notre négociation. Cette impasse du modèle néolibéral, il se double d'une crise civilisationnelle qui fait que les bailleurs de fonds doutent d'eux-mêmes. Et les bailleurs de fonds sont prêts, fondamentalement, à écouter des propositions alternatives concrètes que nous pouvons leur faire et que nous devons faire sur les questions de la dette et sur d'autres questions. C'est donc, à mon avis, un moment fort propice pour se faire entendre. Pourquoi? Et pourquoi faut-il faire un travail précis? Parce que si les printemps arabes n'ont pas remis en cause le modèle néolibéral, elles ont remis en cause l'économie de rente. Elles se sont dressées contre les oligarchies qui vivent depuis 50 ans d'une économie de rente qu'elles ont construite. Donc, si les bailleurs de fonds trouvent en face d'eux des représentants tunisiens disposant de l'autorité politique légitime, d'une cohérence de propositions alternatives, la Tunisie sortira gagnante. Ma seconde proposition précise est donc de constituer, si cette conférence le veut bien, une équipe de responsables et d'économistes tunisiens pour construire un dispositif de négociation qui tienne compte de ce moment particulier où les bailleurs de fonds internationaux doutent d'eux-mêmes et de leur protocole de mesures contraignantes. Pour retirer l'optimum de cette période particulière pour la Tunisie, nous avons une obligation majeure. C'est celle de connaître notre propre expérience en tant que Maghrébins sur les réformes, aussi fragiles et courtes qu'elles aient été. Et surtout, les considérer au-delà de nos schémas politiques, avec un esprit ouvert. Je pense que nous gagnerons beaucoup à mieux connaître notre expérience. Nous ne l'avons pas suffisamment pensé. Nous n'avons guère eu le temps de nous consacrer à examiner les questions économiques. Parce que nous avons été et nous sommes entièrement absorbés, contraints, immergés, tendus à faire front politiquement d'abord aux questions politiques du pays et avant aux questions de répression. Et nous savons qu'une modification du modèle économique, ou au mieux de réforme économique, appelle d'abord un nouveau rapport politique interne, un nouveau rapport de force politique interne. Pour mieux apprécier, pour mieux asseoir cette alliance politique, sans déconvenue future, il y a lieu, et c'est une troisième proposition, après j'arrête, c'est de prendre en charge le débat sur les questions économiques de façon pragmatique, pour que l'on soit compris et entendu par nos alliés politiques qui, eux, ont une toute autre expérience économique et une autre vision. En d'autres termes, il faut d'ores et déjà se préparer et préparer avec les alliés politiques à élaborer un programme et une vision économique du pays. Maintenant, venons-en au fait et que dit notre expérience récente de l'histoire maghrébine dans le domaine des réformes. Il y a eu deux moments historiques très forts dans les deux pays du Maghreb, au Maroc et en Tunisie, Maroc et en Algérie, à 10 ans d'intervalle, où une fenêtre d'opportunité a permis un changement des rapports de force politiques et une modification des axes économiques de l'Algérie et du Maroc. Mais ce fut un changement par le haut, parce que le haut ne pouvait plus gouverner, n'était plus écouté. Une fois la tempête passée, l'autoritarisme des gouvernants a pris le dessus et les partisans des réformes ont été chassés en Algérie par un coup d'État militaire en juin 1991 et au Maroc, ce le fut honteusement pour la gauche par l'unique volonté du roi Mohamed VI. Ce fut en 88 en Algérie et en 98, 10 ans après au Maroc. En Algérie, les émeutes de 88 ont laissé le pouvoir désorienté et il est contraint
de demander aux réformateurs algériens d'accéder et d'accepter le gouvernement. Je suis arrivé en novembre 1999 à Alger, appelé par Razi Heidoussi, le ministre de l'économie, comme expert économique des réformes. 10 ans après, en 1998, Hassan II reconnaît que le Maroc est au bord de la crise cardiaque, ce sont ses mots, politique et économique. Et il fait appel à Abdelrahman Yousfi, le secrétaire général de l'USF. Je me trouve alors aux côtés du ministre de l'économie et des finances, Thala Ouellet. Dans les deux cas, ce qu'il faut bien comprendre, ce qu'il faut bien voir, dans les deux cas, nous avions une claire conscience que c'était une fenêtre d'opportunité de très courte durée, avec d'intenses modifications possibles, et qu'elles étaient d'autant plus profondes que nous avions le sentiment que le temps nous était compté, et qu'il nous fallait trouver la bonne méthode pour aller très vite et prendre des raccourcis. Ici, en Tunisie, l'opportunité politique est bien plus vaste, et vous avez une situation, je dirais, privilégiée. Parce que c'est une demande du bas, parce que le pouvoir a été chassé. On est donc dans une situation radicalement différente. Il s'agit donc d'une véritable révolution où le pouvoir a été chassé, où les réformes ne sont pas une demande du haut. Donc la situation est ouverte, elle est très ouverte, mais elle est aussi périlleuse. Elle est périlleuse parce que sur cette question des nécessaires transformations économiques, le peuple attend. Il attend des réformes précises, concrètes. Elles sont possibles. Mais elles ne sont possibles que si les entrepreneurs, que si les acteurs, que si les gens sont mobilisés, s'il y a une alliance large. Mais dans cette situation, elle est périlleuse aussi parce que les nécessaires transformations économiques, les intérêts des bases sociales des courants politiques qu'il y a aujourd'hui s'opposent, tout en n'étant pas affirmés. N'étant pas affirmés, on évite de parler de ce qui peut diviser, et c'est une erreur. C'est le propre d'une période révolutionnaire où se succèdent rapidement des périodes d'unité, d'action et de confrontation. Mais c'est le propre d'une période révolutionnaire qui réussit, de savoir aboutir à un compromis. Quelles sont les deux bonnes questions qu'on s'était posées et qu'il faut se poser? La première, c'est quelle est la priorité compte tenu de la multiplicité des exigences de changement. La seconde, quels sont les axes de nos choix économiques pour répondre aux besoins des gens, l'emploi et le pouvoir d'achat. Deux points majeurs résument à eux deux l'expérience des réformes en Algérie et au Maroc. Le premier, c'est que le renforcement de l'économie publique, en détricotant, en défaisant les places fortes de l'économie de rente, elle se renforce, cette économie. Mais il faut d'abord défaire l'économie de rente. La deuxième idée, c'est que les règles de la construction d'une alternative puissante, elles se font par la synergie économique, industrielle et financière de l'économie publique et du secteur privé. Et les règles se posent au fur et à mesure, parce qu'on discute au fur et à mesure les uns avec les autres. Sur le premier point, à savoir comment détricoter, comment défaire l'économie de rente et où se loge-t-elle? Elle se loge dans les entreprises publiques, des pouvoirs construits depuis 50 ans. Ça veut dire que ces entreprises publiques ont constitué un fromage pour une oligarchie. Et paradoxalement, les bailleurs internationaux, les multilatéraux néolibéraux, et nous, on a une même analyse sur ces entreprises publiques. Mais on n'a pas la même conclusion. Effectivement, elles sont des hémorragies de gestion, elles sont des hémorragies économiques pour l'économie du pays, mais nous on dit qu'elles peuvent être le moteur de l'économie. Et nous on a démontré qu'effectivement, elles ont été de nouveau le moteur de l'économie algérienne et de nouveau le moteur de l'économie marocaine.
Les économies maghrébines sont très différentes dans leur structure, dans leur fonctionnement. Elles sont différentes par le niveau de leur dépendance par rapport au marché mondial. L'Algérie est le modèle d'un cas d'école de dépendance totale vis-à-vis du marché mondial. Pour ses exportations, pour sa caisse, le pétrole, et pour que chacun puisse être alimenté, c'est-à-dire l'importation de ces produits alimentaires qui atteignent aujourd'hui près de 10 milliards de dollars par an. Elles sont différentes par les parts respectives de la production agricole et de la production industrielle. Elles sont différentes par les performances des entreprises, par la conduite de la régulation des fondamentaux et de la dette, par l'attractivité de leur économie vis-à-vis du capital national, des investissements directs étrangers, les IDE. De même, la combativité et l'organisation des travailleurs est très différente d'un pays à l'autre. Alors qu'avons-nous de commun? Quelles ont en commun nos économies? D'autant plus que depuis 50 ans, on ne se parle pas beaucoup, nous, des Maghrébins. On nous en empêche et on se connaît très peu en réalité. On parle beaucoup du Maghreb, mais la réalité c'est qu'il nous faut développer une meilleure connaissance. Qu'avons-nous de commun? Ce que les économies du Maghreb ont en commun, c'est d'avoir été construites depuis plus d'un demi-siècle par un autoritarisme qui a fabriqué une oligarchie. Elle a fabriqué une oligarchie en lui offrant le rapt des ressources nationales qui a organisé les flux d'une économie de rente. En interdisant l'accès au secteur. Si je prends le Maroc, le secteur minier, pendant 60 ans, alors que l'économie minière a été l'épine dorsale de toute l'économie marocaine depuis un siècle, depuis un demi-siècle, depuis l'indépendance, l'économie minière a été la chasse gardée de la fortune et du pouvoir royal. Aucun groupe international, ni Macridge, ni les Américains, ni les Anglais n'ont pu mettre le pied pour développer l'économie minière. Il a fallu près de 10 ans de négociations pour que l'autorité administrative marocaine accepte un don du Canada qui fasse la cartographie des capacités et des potentialités minières du pays. C'est-à-dire que la société du roi qui s'appelle Managem et qui contrôle l'intégralité du secteur minier a empêché les investisseurs nationaux, les investisseurs internationaux de développer l'un des secteurs majeurs de l'économie. Il en est de même pour le lait, il en est de même pour l'huile d'olive. Donc, l'économie de rente, c'est d'abord empêcher l'accès au marché. L'économie de rente, c'est de contrôler les sources de richesse majeures, que sont les entreprises publiques. Donc, il s'agit de détruire les plateformes de cette économie de rente que sont les entreprises publiques. Comment? En les transformant en moteur de l'économie productive. On devait démentir la thèse libérale de la faillite économique de l'entreprise publique et on devait mettre en pièces la théorie de la privatisation inévitable de l'économie publique. Et la force de l'argumentaire libéral, elle procède des mêmes arguments que nous, à savoir la corruption. À savoir la corruption. La théorie libérale et nous, progressistes, économiques et politiques, on a le même point de vue sur la corruption. Mais on a un autre point de vue sur les capacités et notre façon d'y combattre. Donc la première question, c'est soustraire le pouvoir politique, transformer leur tutelle politique en conseil de surveillance pour les entreprises, modifier leur comportement passif vis-à-vis du marché, augmenter leur capacité à imposer des prix en étant présentes sur les marchés à terme, ne pas permettre aux traders des entreprises multinationales d'imposer leurs prix, faire partager et mobiliser les travailleurs d'entreprises publiques dans cette nouvelle stratégie. Cela implique trois choses. La première, balancer les directions.
La seconde, modifier les organigrammes. Quand on a examiné les organigrammes des 5 plus grandes entreprises algériennes qui, à L5 totalisent près de 15 à 16 milliards d'importations, on s'est rendu compte que le diplômé Bac plus 5, il était en bas de l'organigramme, et celui qui n'avait pas de diplôme, il était directeur général. On s'est rendu compte que tous les jeunes étaient dans des placards. Donc il a fallu modifier les organigrammes. Il a fallu donner confiance aux jeunes. Il a fallu donner confiance aux cadres qui étaient motivés. Il a fallu établir des critères de recrutement. Il a fallu établir des jurys pour auditionner les cadres. Il a fallu augmenter les salaires des cadres pour les motiver. Il a fallu également, et il faut également, les associer à la productivité par les primes. Associer les travailleurs et les cadres à la productivité de l'entreprise. On va pas commencer à négocier maintenant. La liste, en fait, elle est très longue des défis qu'il a fallu relever. Et il a fallu trouver la méthode novatrice qui modifie les rapports d'entreprise publique sur les marchés mondiaux. Alors que semblait trop disproportionnée la lutte d'entreprises publiques défaillantes en Algérie et au Maroc contre le marché mondial, contre les multinationales. Et on a renversé la vapeur. Comment on l'a renversé? D'abord, on a pris une décision, on s'est rendu compte en Algérie d'un fait qui semblait totalement anodin. C'est que dans toutes les entreprises publiques qui importent, il y avait une commission d'achat. Dans cette commission d'achat, il y avait un représentant de la sécurité militaire. Aucun ministre ni le gouvernement n'était au courant. Il a fallu une décision politique pour que ces représentants dégagent des commissions d'achat. Parce que c'était eux qui informaient les entreprises étrangères des programmes d'achat, des prix que l'entreprise pouvait payer, et c'est comme ça que les responsables de la sécurité militaire empochaient leur commission. Donc ça a été une décision qui a été rapide. Je m'en suis rendu compte, moi, tout à fait par hasard, au cours d'une réunion, à l'une des entreprises qui s'appelle l'ENAPAL, qui est une entreprise d'importation des produits alimentaires algériens. Ah, là, je passais en revue, on avait changé tout le monde. Il y en avait un qui n'en changeait pas. Alors, je connais. Et qui c'est celui-là? Moi, j'ai sorti, j'en ai dit, mais qui c'est celui-là? Il me dit, oh, fais-moi ça. Je dis, qui c'est? On dit, c'est celui-là. Je l'ai essayé. Moi, j'étais voir, j'ai pas compris très bien, parce que je me dis, mais on me demande de venir faire la réforme économique, et puis là, il y a quelqu'un de la sécurité militaire à l'intérieur. J'ai fini une idée, j'ai fait ma valise, j'étais à l'aéroport. Par hasard, me rencontre le gouverneur de la Banque centrale, il me dit, où tu vas? Je lui dis, je rentre. Qu'est-ce qui t'arrive? Et je lui raconte l'histoire. Je vais à l'aéroport. Tu m'excuses, je vais raconter ces choses-là, parce que c'est des choses comme ça. 10 minutes après, le chef de protocole arrive à l'aéroport et il me dit, oh, il y a le ministre qui veut prendre un café. Avant le départ. Voilà, j'arrive, j'ouvre la porte. Vas-y. J'ouvre la porte et je trouve 15 personnes. Avec le Premier ministre, le ministre des Finances, le ministre du Commerce. En exactement 1 heure, 1 heure et demie, ils avaient ramassé, ils ont réussi à les communiquer tous. Là, je dis, c'est un café collectif, ça. Et je m'assois et il me dit, Monsieur Bénet, dites ce que vous avez à dire. Alors je raconte. Et le ministre dit, est-ce que c'est vrai que dans vos commissions, il y a quelqu'un d'ASM? Maintenant, j'arrive. Tout le monde dit. Il m'a dit, tu peux rester. Ils vont pas partir. Je dis, je pars, quand ils seront plus là, je reviens. Et je suis revenu 15 jours après.
Donc on a pu travailler. Et ça a été l'acte politique fort de la confrontation du pouvoir politique contre la sécurité militaire. Ça a été l'acte politique fort, un message adressé au marché mondial, aux multinationales, pour leur dire ce ne sont plus les généraux, vos commanditaires, vos commissionnaires. C'est un nouveau pouvoir politique qui ne veut pas de prélèvement indu, qui ne veut pas de commission, qui veut travailler normalement. Et on a fait le tour de toutes les firmes multinationales et on s'est entendu sur un programme très précis. Awalan, les bénéfices réalisés par les entreprises multinationales sur les achats algériens, ces bénéfices qui sont réalisés sur les marchés à terme, devaient être partagés entre eux et la société importatrice algérienne. Tamienne, pour contrôler le niveau d'achat, les prix d'achat, les temps d'achat, les coûts de fret, on a installé, les entreprises multinationales acceptaient que soient installés chez elles 2 à 3 cadres algériens, des jeunes. Ces cadres algériens étaient formés chez nous, dans les bureaux, à Paris, pendant 12 mois. Le 13e mois, ils sont partis s'installer à Zurich, Londres, New York et Paris, auprès de Salomon Brothers, de Phil Brothers et d'Idefmed et de Sucre d'Or. Troisièmement, les entreprises acceptaient d'investir 20% de leur chiffre d'affaires réalisé sur leur vente en Algérie en industrialisant la filière des produits qu'ils exportaient. Quand ils exportaient du sucre, ils investissaient dans des industries de stockage qui sont très coûteuses, complexes. Ils investissaient dans des circuits de distribution et ils investissaient dans des circuits de transformation. Il en était pareil dans l'ensemble des secteurs. La quatrième idée, c'est que elles acceptaient dans ces structures industrielles nouvelles que soient présents des capitaux nationaux avec l'entreprise publique. Donc on avait un partenariat à 3. Et ceci a été fait en pleine guerre du Golfe, alors qu'il y avait un ordre des gouvernements européens interdisant à quiconque d'aller dans les pays arabes. 24 patrons des plus grandes sociétés européennes et américaines sont venus à Alger discuter et signer des accords. Ça veut dire quoi? Pourquoi ils l'ont fait? Ils ont compris 3 choses. La première, qu'il y avait une volonté politique. La deuxième, qu'ils pouvaient travailler clairement. La troisième, il y avait une stratégie claire, une vision à long terme. Et ça leur a plu. Ça veut dire, ça permettait effectivement d'enrichir le pays et de leur assurer la continuité d'une activité. Combien il me reste? Tu as dépassé. Non, mais je n'ai même pas commencé le Maroc. Non, mais c'est pas possible. Non, il faut prendre son temps. تكلموا نكمل ولا كمل. لا كمل. Bon. Bien sûr que tout ça ne s'est pas fait, facilement. Ça ne s'est pas fait facilement. Il y a eu des campagnes de presse terribles qui ont été conduites contre le gouvernement des réformes, où il a été accusé de tous les maux, de vouloir rétablir le capitalisme, toute une série de bêtises énormes. Et quand les PDG, les nouveaux PDG des entreprises algériennes faisaient des conférences où étaient interviewés à la télévision, l'animateur de la télévision lui dit: mais enfin, vous nous dites que vous avez dans votre compte en banque 50 millions de dollars issus de vos propres achats. Vous avez donné de l'argent pour acheter et vous gagnez de l'argent. Et le PDG expliquait ce que c'est qu'un achat à terme à la télévision. Et l'interview est rigolo.
tout cet argent avant pendant 50 ans. Fimcha, le PDG de l'UC. Ce geste lui a coûté, après le coup d'État, 10 ans de prison. Je veux dire, c'est pour vous dire que c'était une vraie bataille, qui était une bataille difficile. Au Maroc, la situation était différente. Au Maroc, lors de l'expérience avec le gouvernement d'alternance avec Ahmed Yousfi,